Notre invité aujourd'hui, Joël Giraud, député maire de l'Argentière-l'Abbé-C. Il est par ailleurs vice-président du conseil régional. Il est membre actif du PRG, du Parti des radicaux de gauche. Merci d'être avec nous en cette rentrée. Après quelques bonnes semaines, un peu de break auvergnate, Absolument. je crois. Ah, toujours, oui. Je suis un grand fidèle de l'Auvergne, un grand fidèle des pêcheurs. Je suis moi-même un grand pêcheur devant l'Éternel. Donc, vous comprendrez que... D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai beaucoup maigri pendant ces vacances entre la cochonaille locale et la friture. Donc, tout va bien. Et le petit blanc local. Allez, nous allons passer en revue un peu l'actualité d'ici et peut-être aussi un petit peu d'ailleurs en cette rentrée. D'abord la rentrée scolaire. Bon, bah écoutez, apparemment l'ensemble de ceux qui soutiennent le gouvernement ont plutôt le sourire en cette rentrée. Ben oui, parce que bon, il y a des choses honnêtement où on n'est pas toujours d'accord sur ce qui se passe, où les engagements qui ont été pris ne sont pas forcément tenus. Il faut dire les choses en face telles qu'elles sont. Là, s'il y a bien un secteur sur lequel les engagements pris sont tenus, c'est bien l'éducation nationale et notamment en termes de postes. C'est vrai que aujourd'hui, voir qu'il y a 11 postes encore qui ont été créés dans le département des Hautes-Alpes et qui ont permis de résoudre des situations qui étaient difficiles, des situations où vous aviez moi j'avais dans mon école en tant que maire des CM2 à 34 élèves, dont 2 primo-arrivants, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça a permis effectivement de faire en sorte que la pédagogie dans des zones en difficulté puisse être tout simplement remise au goût du jour. Et puis, ça permet aussi de faire de l'aménagement du territoire. Si demain, nous faisons une kermesse républicaine à Puy-Saint-Vincent en présence d'une ministre, c'est bien parce que Puy-Saint-Vincent a été le symbole d'un combat, le combat des élus de montagne, de la fermeture d'une école maternelle dans une commune où les gamins venaient y compris de la station 1800 pour aller à l'école le matin. Moi, quand je vois des gamins de maternelle qui se lèvent à 6h du mat pour aller à l'école et à qui on disait il faut descendre dans la vallée où vous serez encore mieux, c'est vrai que j'ai des difficultés à comprendre. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un cercle vertueux de recréation de postes, nous pouvons rouvrir Puy-Saint-Vincent, nous pouvons créer des classes dans pas mal d'établissements, nous pouvons, enfin, cette merveilleuse histoire également de Poligny et du Noyer, quoi, je veux dire, avec des réflexions intelligentes des élus. On se dit non, plutôt que de créer une classe chez moi, on va rouvrir l'école du voisin et faire un regroupement pédagogique, comme ça les deux en bénéficient. Enfin, ça, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de beaux symboles. Et demain, c'est vrai qu'une ministre du gouvernement, Marie-Arlette Carlotti, vient à Puy-Saint-Vincent pour célébrer ça. J'y serai à plusieurs titres. J'y serai en tant que parlementaire, j'y serai également en tant que représentant de l'Association nationale des élus de la montagne, parce que nous en avions fait un combat particulier. Marcel Chaud, le maire, avait témoigné sur, je vous le rappelle, sa création d'une école privée communale. Il avait été obligé de créer une école privée par la mairie, enfin, je veux dire, pour pallier les difficultés. Et puis j'y vais à titre affectif aussi, parce que c'est vrai que la première, l'institutrice la plus ancienne survivante de cette école, puisqu'elle exerçait en 1945, est ma mère. Ah oui, d'accord. Voilà, mon père et ma mère. Ma mère, quand elle est arrivée dans les Hautes-Alpes, après s'être mariée, avait un poste double avec mon père à Puy-Saint-Vincent. Alors, il y a encore une symbolique familiale encore plus forte. Donc, vous imaginez qu'on est content à titre politique, content à titre familial et content aussi au titre des idées que je défends sur la montagne et le service public en montagne, où là, enfin, on a des réponses concrètes, efficaces et qui, j'espère, pourront se poursuivre. De toute façon, l'engagement est pris maintenant sur les années qui viennent. Et ça permettra aussi de résoudre des situations tendues. Je pense à Châteauroux, c'est quand même très tendu à l'heure actuelle compte tenu du nombre d'élèves. Pour les résoudre, non pas cette année avec des pis-aller du moins cette année, mais l'année prochaine avec des vrais postes. Alors, évoquons avec vous quelques sujets, mais d'abord ce climat assez particulier en cette rentrée dans le département des Hautes-Alpes et aussi dans votre circonscription. On a parlé du sujet des stations, on va dire, qui préoccupe. On voit le bâtiment et les travaux publics un petit peu dans la plus mauvaise période qu'ils aient connue depuis bien longtemps. On voit les chiffres du chômage, à l'exception du mois d'août, quand même en nette dégradation. Qu'est-ce que cela vous inspire et quelles peuvent être les pistes de sortie ou d'évolution? Je crois que, dans ma circo, comme partout en France, on est face à une situation qui est quand même très, très compliquée. Bon, on a des signes, un petit peu, non pas d'embellie, mais des raisons d'être un peu plus optimiste. On l'a vu cette année, très honnêtement, avec des différences, c'est ça qui est difficile à comprendre. Le tourisme a bien fonctionné, mais avec des différences énormes entre communes, entre vallées, entre stations. Par exemple, dans les stations de sport d'hiver, il n'y avait pas quand même un monde fou. Dans les grandes vallées, tout a explosé au mois d'août, on a explosé tous les compteurs. Et je reste persuadé qu'on peut arriver, en faisant une économie touristique bien intégrée, en faisant en sorte que les saisonniers les plus réactifs bénéficient de mesures spécifiques leur permettant d'avoir une stabilisation, non pas de leur emploi, parce qu'on aura toujours plusieurs emplois dans les Hautes-Alpes. Je suis persuadé que nous pouvons arriver à quelque chose de beaucoup plus favorable pour l'emploi et
également au travers de ce défi majeur qu'est la diversification de l'économie touristique dont on parlait. Moi, je vous donne un exemple qui me semble assez intéressant, même si vous allez dire c'est un exemple personnel, mais oui, on a des mines d'argent, vous le savez depuis longtemps, à l'Argentière, qu'on exploite touristiquement, mais également pour de la recherche scientifique. Eh bien, cette année, parce que tout simplement, nous avons mis un petit peu les bouchées doubles, il est vrai, sur la façon de les promouvoir, parce que nous avons changé un peu de formule. Et sur une prestation qui est assez onéreuse, enfin, ça n'est pas donné. Hein. C'est plus cher de faire ces visites-là que d'aller dans des musées nationaux qui sont aidés par l'État, soit dit entre parenthèses. Eh bien, nous sommes arrivés à avoir 14% de plus de fréquentation, y compris dans des périodes qui n'étaient pas des périodes très favorables. Et au-delà, nous sommes arrivés, parce que nous avions fait une visite courte pour des gens qui veulent découvrir le milieu sans avoir beaucoup d'argent, et une visite longue pour des gens qui ont décidé de mettre plus de moyens. Eh bien, ce sont ces visites les plus onéreuses qui ont marché. C'est plus 64% de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que je reste persuadé qu'au travers de mesures comme celle-là, au travers de ce qu'a annoncé Sylvia Pinel, la ministre du Tourisme, lorsqu'elle est venue dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire faire un contrat de destination, elle a suggéré sur le Pays Briançonnais, mais qui peut être sur l'ensemble du département des Hautes-Alpes, et arrêter un petit peu de couiner et de jouer aux pleureuses de crête. Quand on dit, par exemple, regardez les Hautes-Alpes, c'est malheureux, on n'a rien, c'est pas accessible. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que qui a la chance d'avoir des aéroports internationaux de proximité comme nous ? J'avais quelqu'un dans mon bureau l'autre jour qui a dirigé un gros office du tourisme dans les Alpes du Nord et qui me disait je mettais 2h45 avec les bouchons pour aller à l'aéroport de Genève et on communiquait à fond sur l'aéroport de Genève en disant qu'on était accessible en peu de kilomètres, ce qui était vrai, alors que ici je vais 2 fois plus vite à l'aéroport de Turin, j'ai beaucoup plus de destinations qui m'intéressent sur le plan commercial et par contre on ne le dit pas. Donc utilisons tous les outils qui sont les nôtres au niveau national. Je parlais de ce contrat de destination parce que c'est une idée qui a été promue par Sylvia Pinel quand elle est venue. Mais faisons en sorte de démontrer que nous sommes une destination accessible avec un certain nombre d'atouts. Alors ces atouts, effectivement, il faut les développer. Il y a un tas de choses à faire. On a vu Montgenèvre, par exemple, prendre une initiative intéressante. Elle devient gare TGV, alors un peu virtuelle. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement des billets Francfort-Montgenèvre avec la gare d'Oulx, en fait. Absolument. C'est une façon de trancher sur le pessimisme ambiant et d'être optimiste en disant mais regardez, nous avons des possibilités tout à fait considérables dans ce département, tout en ayant préservé notre environnement. Alors après, il faut aussi qu'on ne soit pas fermé à partir du dernier week-end d'août, quelquefois celui d'avant, parce que la saison a été bonne. Là, il y a un gros enjeu aussi. Si nous avions du tourisme d'affaires et du tourisme intelligent comme en Suisse, en Autriche ou dans le sud de l'Allemagne ou même dans le nord de l'Italie, c'est-à-dire que si nous avions des établissements ouverts à l'année, alors ça demande effectivement de changer un peu un certain nombre de réglementations, nous aurions ici la possibilité d'accueillir jusqu'au mois d'octobre une clientèle tout à fait intéressante, mais il faut bien le dire, on est un peu dans le sud sur ce plan-là et on ne se donne pas toujours les moyens de faire en sorte qu'il y ait une permanence d'un certain nombre d'établissements pour pouvoir accueillir des amis touristes qui veulent venir dans nos régions, y compris de l'étranger. Ben c'est un vrai challenge à relever. En revanche, puisqu'on évoquait le désenclavement que vous soulignez comme pas si problématique que cela, s'agissant de l'autoroute, on y revient peut-être entre guillemets une dernière fois, mais ça j'y crois pas du tout. Le fleuret moucheté, cet échange avec votre collègue député du Sud est terminé parce que, à la faveur des déclarations du PDG de Vinci cet été, on voit que effectivement les choses ont plié, ainsi que vous l'annonciez, cela dit. Ben, moi, j'ai jamais cherché à ressusciter un mort, c'est 6 under feet, ça, pour reprendre la formule anglaise. C'est 6 pieds sous terre. Donc, quand c'est 6 pieds sous terre, dans une période où on sait très bien quelle est la conjoncture économique, tenter de refaire ressurgir un dossier pour qu'il y ait des faux espoirs ou des espoirs déçus, c'est pas mon style. Donc, je préfère effectivement que, comme je l'ai annoncé sur votre antenne depuis longtemps, nous unissions nos forces, tous les parlementaires, de façon à avoir un plan de modernisation de l'itinéraire routier qui est la nationale 85, sans oublier la départementale de Luce-la-Croix-Haute qui est extrêmement importante. Et effectivement, même si on n'a pas des moyens énormes, arriver à résoudre un certain nombre de problèmes avec une programmation. Alors une programmation dont on disait ce qu'elle était quelquefois lorsque les crédits d'État manquent. Mais étant donné que le Premier ministre a annoncé des enveloppes supplémentaires sur ces plans de modernisation des itinéraires routiers, faisons en sorte qu'à défaut d'autoroute, on puisse enfin avoir des routes qui soient potables. Voilà mon discours. J'ai un discours pragmatique.
j'ai pas envie de faire rêver les gens et de leur faire tirer des plans sur des comètes qu'ils n'atteindront jamais. On vous garderait bien plus longtemps, mais les sportifs attendent pour le fort Si les sportifs attendent, alors là... Un petit mot de politique, hein, évidemment, cette année, ce sont les élections municipales. Pas grand suspense sur votre candidature à votre propre succession à l'Argentière-la-Bessée. Oui, c'est déjà annoncé. Je serai candidat à ma propre succession. Quel regard du PRG et puis du député de la deuxième circonscription sur les enjeux de ce département pour ces élections municipales? Résister à la vague de droite annoncée? Qui d'ailleurs s'illustre plus délicatement dans notre territoire. Oui, c'est pas forcément, on n'est pas sur les mêmes logiques, on n'est pas sur des logiques politiques comme à Marseille, ou heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la logique politique qui va mal à Marseille. On est sur des logiques un peu plus de proximité chez nous. Est-ce que vous avez cerné quelques objectifs Moi, j'accompagnerai les objectifs que se fixe la gauche dans son ensemble dans le département. Bon, cela étant, on est sur des logiques où les frontières peuvent bouger, dans une ville comme Gap, où les frontières peuvent bouger dans un certain nombre d'autres communes, et je participerai autant que de besoin à ce renouveau. Je crois qu'il y a aussi un problème de renouveau en termes peut-être de jeunesse des conseils municipaux, de nouveaux arrivants. Enfin, je veux dire, ce département a besoin d'avoir un petit peu du sang neuf et qu'on n'ait pas systématiquement les mêmes compositions d'équipes municipales qu'on a depuis des années. Parce qu'il faut maintenant inventer. Parce que pour survivre, il ne faut pas rester dans des logiques qui sont des logiques passéistes. Je crois qu'on en a été un bon exemple dans ma collectivité. Si on était resté sur des logiques du passé, aujourd'hui, on ne parlerait même plus de la commune que j'administre comme maire.